Bonjour. J'adresse tout d'abord mes remerciements aux organisateurs du colloque virtuel Droit et coronavirus. J'ai le plaisir d'y intervenir sur les conséquences juridiques de la crise sanitaire en matière d'aménagement et d'urbanisme. J'y traiterai les conséquences sur les procédures de planification et plus exactement sur la phase de participation du public qui précède l'approbation d'un SCOT, d'un PLU, d'un grand projet ou d'une opération d'aménagement. J'évoquerai ensuite l'impact de cette crise sur les délais d'instruction des autorisations d'urbanisme, des dossiers de demande d'autorisation d'urbanisme, l'impact également sur les délais dans lesquels les collectivités peuvent exercer le droit de préemption. Je terminerai par un bref propos conclusif sur la question des exécutifs et des organes délibérants en exercice pour prendre des décisions dans ces différents domaines. Alors tout d'abord, les conséquences de la crise sanitaire en matière de procédures impliquant la participation du public. Il faut rappeler que la participation du public, ça n'est pas simplement une volonté. C'est aujourd'hui un principe de valeur constitutionnelle inscrit à l'article 7 de la Charte de l'environnement. C'est également un principe qui prend ses sources dans le droit international, la Convention d'Aarhus, article 1er, et dans plusieurs directives du droit de l'Union européenne, directives sur les plans et programmes, et directives relatives aux projets. Ces corpus de règles imposent à peu près tous, avec des degrés de précision différents, la même chose, une participation effective du public à plusieurs moments. Tout d'abord, très en amont, à un stade suffisamment précoce de la prise de décision. Il faut que le public soit associé à l'élaboration de la décision lorsque celle-ci a un impact sur l'environnement. Et vous imaginez bien que pour certaines opérations d'aménagement ou pour des plans d'urbanisme, eh bien, il y a un impact sur l'environnement et il y a donc nécessité d'avoir une participation du public à un stade précoce. Ce principe de participation du public, il implique également une association du public à la décision. C'est en général le processus de l'enquête publique, qui lui est très formalisé à la différence du processus de concertation qui intervient en amont. L'enquête publique, elle a un déroulement précis avec un arrêté d'ouverture d'enquête publique, des délais très précis fixés par le Code de l'environnement. Ainsi que l'on parle de la participation à l'élaboration de la décision ou de la participation à la décision en tant que telle, ce qui est important, c'est que cette participation du public aux décisions qui vont avoir un impact en matière d'environnement soit effective. C'est l'exigence. Et l'effectivité, à l'heure où nous nous parlons, en pleine période de confinement, elle est altérée. Le public ne peut pas se rendre à des réunions publiques, lesquelles sont annulées. Le public ne peut pas se rendre au siège de la collectivité pour consulter un dossier, voir des plans, voir des vues paysagères sur un aménagement qui va être fait à proximité de chez lui. Le public ne peut pas non plus, ce qui est très courant pourtant normalement dans une phase d'enquête publique, il ne se peut pas se rendre au siège de l'enquête et rencontrer le commissaire enquêteur afin de lui remettre des documents, d'avoir un échange avec lui, de consulter également les remarques émises par les autres riverains qui peuvent être intéressés par un projet qui aura un impact sur l'environnement. Autrement dit, actuellement, la participation du public ne peut plus se faire que de manière dématérialisée sur le web et avec toutes les limites que l'on peut connaître. Il n'est pas évident d'organiser une réunion publique à ce jour de manière totalement dématérialisée et ainsi la participation de ce public ne se fait que par consultation de documents ou envoi de messages. Cela pose la question de la régularité de cette participation du public si des procédures de participation du public devaient être organisées actuellement. Les limiter aux seules consultations de documents en ligne paraît, sauf lorsque la loi ou le règlement rend cette modalité-là suffisante, cette modalité, dans la plupart des cas, elle paraîtra non garantie. Elle ne garantira pas que la participation du public aura été effective. Elle ne suffira donc pas. Il va falloir adapter ces procédures. Et alors là, plusieurs difficultés. L'adaptation de ces procédures, elle va, si aucun texte ne le permet, être sujette à discussion. Elle peut engendrer une fragilité juridique. Qu'est-ce qu'on va modifier? Dans quel délai? Comment le fait-on? Les textes sont peu prolixes sur cette question nouvelle, en tout cas ils l'étaient jusqu'à présent, et il fallait donc agir avec prudence en gardant en ligne de mire ce principe de participation effective du public. Deux conclusions rapides. Pour les procédures de concertation, il est toujours possible de les adapter,
de les modifier, de prendre une disposition complémentaire de la délibération ou de la décision qui a déjà fixé avant les modalités de cette concertation. Pour l'enquête publique, c'est plus délicat. Toutes les modalités sont fixées par le Code de l'environnement et les cas dans lesquels il est possible d'allonger une durée d'enquête publique ou d'en modifier le déroulement sont très strictement définis par le dit Code. Et il n'est pas possible pour un exécutif local, en un claquement de doigts, de dire je vais ajourner mon enquête publique ou je vais en modifier le déroulement pour faire en sorte qu'elle ne se déroule que sur Internet. Il fallait donc un texte pour sécuriser les opérations en cours ou à venir nécessitant cette participation du public. Alors c'est chose faite, en tout cas en partie, depuis le 25 mars dernier et l'ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020. Cette ordonnance, elle comporte plusieurs dispositions qui vont aider les maîtres d'ouvrage publics, les collectivités qui portent actuellement des projets, des programmes nécessitant la participation du public. Je le redis, je pense à une élaboration de SCOT, à une modification de SCOT, de plan local d'urbanisme ou tout autre schéma, plan sectoriel ou ayant une vocation de planification. Eh bien, cette ordonnance du 25 mars, l'ordonnance 306, elle va, pour la procédure de concertation, celle qui vient très en amont, permettre de jouer un peu avec les délais, de considérer qu'il peut y avoir dans certains cas une adaptation des délais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme je le disais, et indépendamment de cette ordonnance, rien n'empêche en procédure de concertation de compléter les modalités par un acte supplémentaire qui dira on rallonge, on rajoute du temps, une fois la période de l'état d'urgence sanitaire terminée. Pour les enquêtes publiques, c'est différent. L'ordonnance du 25 mars 2020, numéro 306, ne comporte qu'une seule disposition qui, à mon sens, paraît applicable aux enquêtes publiques, c'est l'article 12. L'article 12 va être sujet à interprétation et il n'est pas si évident que ça d'en analyser la portée avec peu de recul. Mais il prévoit une possibilité de transformer une enquête publique en enquête purement numérique lorsque cette enquête publique répond à plusieurs conditions. Il faut qu'elle porte sur un projet d'intérêt national qui soit urgent. Et il faut que l'ajournement éventuel de cette enquête publique en cette période de confinement engendre des conséquences graves sur l'approbation de ce projet d'intérêt national et urgent. Ce sont donc trois conditions qu'il faut remplir, et ce n'est que lorsque ces trois conditions sont remplies que cet article 12, à mon sens, trouve à s'appliquer, et permet donc au maître d'ouvrage d'alléger de manière assez conséquente sa procédure d'enquête publique en la rendant strictement dématérialisée, en s'affranchissant donc des réunions publiques ou des consultations sur place du dossier et de la rencontre du commissaire enquêteur. Alors, évidemment, ça facilite la tâche pour des maîtres d'ouvrage publics, et il s'agit essentiellement de l'État ou de grandes collectivités qui portent des projets d'intérêt national. Simplement, on est un peu surpris à la lecture de cet article 12 lorsqu'on s'interroge sur sa constitutionnalité et même sur sa conventionnalité. Je le disais tout à l'heure, le principe de participation du public et le fait que la participation doivent être effective reçoit une protection constitutionnelle, article 7 de la Charte de l'environnement. Cet article 12 de l'ordonnance qui allège considérablement les modalités de participation du public est-il constitutionnel? Pose-t-il un problème de conventionnalité au regard de la Convention d'Aarhus et des directives du droit de l'UE? La question se posera sans doute. J'appelle donc à la prudence dans son maniement, et peut-être sera-t-il plus sage d'attendre un peu, de refaire une enquête publique après l'état d'urgence sanitaire si le projet qui fait l'objet de l'enquête est à ce point stratégique qu'il faille le sécuriser à tout prix. Abordons maintenant un autre aspect des conséquences juridiques de cette crise sanitaire en matière d'urbanisme et d'aménagement, les délais dans lesquels l'administration doit se prononcer sur un dossier de demande d'autorisation ou le délai dans lequel elle doit se prononcer sur une possible préemption. Les autorisations d'urbanisme, tout d'abord, et je vais parler plus particulièrement du permis de construire, la plus connue d'entre elles. Vous savez que le permis de construire est tacitement accordé, en application de l'article L424-2 du Code de l'urbanisme, si aucune décision n'est notifiée au pétitionnaire à l'issue du délai d'instruction.
Ce délai d'instruction, il est variable, selon les situations, selon les cas dans lesquels se trouve le pétitionnaire et son bien. Si l'administration, en période de confinement, n'a donc pas été en mesure de rejeter de manière expresse une demande de permis de construire, il y a un risque, ou il y avait un risque, que cette demande soit tacitement accordée. Et le retrait de ce permis de construire tacite n'était pas évident. Application de l'article L424-5, qui est d'ailleurs dérogatoire au droit commun. Cet article prévoit que le retrait du permis n'est possible que si celui-ci est illégal, ce qui s'apprécie strictement, et dans un délai de 3 mois. Délai plus court que le délai de droit commun prévu par le Code des relations entre le public et l'administration. Il était donc à craindre, en période de confinement, que non seulement naissent des permis de construire tacites, mais que de surcroît, leur retrait pendant la période de confinement ou même après soit compliqué, voire impossible. C'est la même chose pour la préemption. L'article L213-2 du Code de l'urbanisme prévoit que le silence du titulaire du droit de préemption pendant un délai de 2 mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. En période de confinement, il était donc à craindre cette fois que de bonnes occasions de préempter échappent aux collectivités, que celles-ci perdent une chance ou une occasion de préempter un bien les intéressant pour mener une opération d'aménagement. Difficulté avec les autorisations d'urbanisme d'un côté, difficulté avec le droit de préemption, et encore je résume parce que les difficultés étaient nombreuses. Nous pouvons estimer aujourd'hui qu'elles ont été en grande partie résolues par les dispositions de l'article 7 de l'ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020. Le premier cas est celui du délai qui devait expirer pendant la période de confinement ou pendant la période d'état d'urgence sanitaire. Autrement dit, qui devait expirer entre le 12 mars 2020 et la date à laquelle se terminera l'état d'urgence sanitaire. Dans cette hypothèse-là, le délai est suspendu. Il est suspendu à compter du 12 mars 2020 jusqu'à une date qui n'est pas déterminée mais qui est déterminable. La date de fin de l'état d'urgence sanitaire majorée de 1 mois. Ce qui veut dire que, par exemple, un délai qui expirait le 14 mars 2020 a été suspendu à effet du 12 et qu'il reprendra 1 mois et 2 jours donc après la date de fin de l'état d'urgence sanitaire. Suspension des délais qui expiraient en cours de période de confinement, pour faire clair. Ça, c'est la première chose. Pour les délais qui devaient partir pendant cette période, qui n'étaient pas encore partis avant, mais qui devaient partir pendant cette période, eh bien, l'alinéa suivant de l'article 7 de l'ordonnance prévoit que le point de départ de ces délais est reporté jusqu'à l'achèvement de la période d'état d'urgence sanitaire. Cet article 7, on le voit, devrait résoudre bon nombre de difficultés auxquelles se pensaient confrontés les services instructeurs des collectivités publiques, les maires et certains directeurs généraux de services qui souhaitaient préempter ou qui souhaitaient que la collectivité acquiert rapidement un bien qui était mis à la vente. Le dernier sujet sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est plus une interrogation d'ailleurs que réellement un exposé de l'état du droit, est celui des exécutifs ou des organes délibérants aptes à prendre des décisions dans les domaines que nous avons évoqués là, délivrer une autorisation d'urbanisme, exercer le droit de préemption, donner un avis favorable sur une opération d'aménagement après avoir dressé le bilan de la concertation par exemple. Ce que nous dit la loi du 23 mars 2020, la loi d'urgence, c'est que les exécutifs en place, ainsi que les organes délibérants en place avant le premier tour des élections municipales, restent en place jusqu'à des dates qui sont déterminables en fonction des différentes hypothèses électorales. Il y a un maintien des exécutifs et des organes délibérants en place, dont acte. Cela pose tout de même la question dans le cas où il y a eu un premier tour décisif qui a permis d'élire un nouvel exécutif. La loi du 23 mars 2020 nous dit dans ces situations-là que le candidat élu n'exerce pas son mandat jusqu'à l'installation du nouvel exécutif, jusqu'à l'installation du nouvel organe délibérant.
Je m'interroge. Comment les collectivités vont-elles, par exemple, gérer la question d'un bien à acquérir en cette période de confinement ou d'état d'urgence sanitaire, lorsque d'un côté, quelqu'un aura la légitimité juridique, la compétence juridique pour prendre la décision, mais que de l'autre, la compétence politique incombera à un candidat élu qui ne sera pas en mesure d'exercer ses fonctions. Nous avons là une difficulté. Certes, la loi du 23 mars 2020 prévoit un mécanisme d'information de l'exécutif en place vers le candidat élu, mais enfin, ça ne sera sans doute pas suffisant pour résoudre toutes les difficultés. C'est un sujet sur lequel je vous livre une interrogation et je serais ravi que nous puissions poursuivre nos débats. Merci de votre attention. Au plaisir de reparler de ces sujets très mouvants et nouveaux. À bientôt.